C'est Kamal Ben Kiran. Je suis le directeur de l'association culturelle Passerelle. Donc l'association culturelle Passerelle qui mandate le projet Les Mille et une soirées littéraires, qui est un projet qui interpelle les auteurs et les créateurs et les médiateurs issus de la francophonie québécoise. Donc on est dans le cadre de ce projet à presque la 19e rencontre ou activité littéraire. Une rencontre où on interpelle des auteurs reconnus au sein de la francophonie qui ont des sensibilités différentes, bien entendu. Au nom de l'association culturelle Passerelle et de l'équipe, remercier ceux qui nous ont, félicité dernièrement à l'occasion de la consécration de l'association culturelle Passerelle pour le prix des arts et de la culture décerné par le Congrès maghrébin du Québec. Donc merci beaucoup à ceux qui ont interagi avec nous au niveau des médias sociaux. Et donc on accepte très humblement ces vœux et merci à tous ceux qui nous encouragent. C'est impossible de ne pas rapprocher d'abord la thématique des gens qui sont ici présents parmi nous. Alors quand on parle d'interstice, je pense qu'il y a beaucoup d'écoupements. Est-ce que je suis dans une interférence quelque part finalement de l'espace qui est entre deux identités. Puis c'est toujours intéressant quand on n'est pas né dans une terre d'accueil et qu'on rapporte ses références et ses propres repères. À ce moment-là, il est toujours question de s'interroger sur ses propres repères. Dans la mesure où l'identité elle est en mouvance, le questionnement est toujours perpétuel à ce moment-là. Donc, j'ai bien noté ici une phrase très révélatrice de Eddie Bouraoui, l'un des auteurs qui ont vécu des décennies aussi, qui ont participé amplement à la littérature québécoise, la littérature francophone issue de la migrance. Eddie Bouraoui dit « Nous avons lancé la notion d'une écriture interstitielle qui n'emprunte pas sa matière d'une seule et unique culture, mais qui se situe dans les interstices. Les béances du non-dit, les dimensions culturelles les plus diverses et les plus contrastées, écrire dans l'entre-deux, l'entre-trois, c'est laisser les traces civilisationnelles inscrites en soi, durant son itinéraire personnel, ressurgir librement pour que les échos et les tonalités de leur voix du dedans puissent faire entendre l'appartenance à leur source et à leur originalité. » Donc c'est une phrase de Eddie Bouraoui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois auteurs. Je commence par M. Hubert Nigel Thomas. Alors, vous êtes professeur retraité de littérature états-unienne à l'Université de Laval, vous vivez à Montréal, poète, essayiste et romancier. Vous êtes aussi l'auteur d'une œuvre importante écrite en anglais. Et dans des romans, je vais les dire aussi en anglais, Spirits in the Dark, Behind the Face of Winter, Return to Arcadia. Puis vous avez écrit des nouvelles aussi, How Loud Can the Village Crow, de la poésie aussi comme Moving Through Darkness, des essais comme From Folklore to Fiction. Puis, à mémoire d'Encrier, vous avez publié Des vies cassées, traduit par Alice Doucet. Puis, vous avez écrit De glace et d'ambre, d'ailleurs ils sont exposés ici, traduit de l'anglais par Christophe Bernard et Yara El Gadban. Bienvenue, Monsieur Thomas, parmi nous. Alors, Louise Zuniga, on s'est rencontrés il y a quelques jours. Dans le cadre d'une autre occasion, là, le gars a osé agir, mais pour moi c'est une très belle découverte. Poète et conférencier, auteur de Ton accent, lui, on va s'en parler. Vous êtes au Canada depuis quelques années, si je ne dis pas depuis quelques décennies. Hein. Et puis, vous débarquez comme bon nombre de compatriotes chiliens, quand vous le décrivez, après le coup d'état du président chilien Salvador Allende. Votre livre, c'est Ton accent, lui. Qui est paru aux éditions Clemt, qui est d'abord un témoignage des discriminations dont vous avez été victime, faut-il dire, dans la fonction publique québécoise, et qui se veut également un réquisitoire contre l'accentisme. Et je me rappelle que vous m'avez mentionné que l'accent... Younsi, encore donc une auteure de mémoire d'Encrier, ça fait plaisir de vous recevoir, poète et médecin psychiatre. Vous poursuivez des études de maîtrise en philosophie, vous avez publié des recueils de poésie à mémoire d'Encrier, Prendre langue, Emprunter aux oiseaux, et co-diriger un collectif Femmes rapaillées en 2016. Puis votre dernier livre qui est ici, Soigner, aimer,
retrace votre parcours, je dirais, comme soignante. Et c'est un livre qui a été finaliste du prix du gouverneur 2017. Et je viens d'apprendre que vous êtes aussi finaliste du prix de poésie Radio-Canada 2017. Bravo, Vanessa Yonsi. C'était une prestation musicale de Nawa avec Moustapha Chakawi. Eh bien, mesdames, messieurs, on va commencer par une présentation, chacun relatif donc à notre thématique identité interstice, donc du coin ou comment est-ce que vous interprétez la thématique. Donc, si vous voulez bien, on pourrait peut-être commencer par M. Nigel Thomas. Bonjour tout le monde. C'est tout un plaisir d'être ici avec vous pour partager quelques sentiments, quelques impressions sur le thème de l'immigrant et la société. Je ne sais pas si j'avais vraiment respecté le thème comme tel, mais je vais vous offrir partie de mon œuvre porte sur l'immigration, surtout les immigrants de Saint-Vincent, Barbade, de Jamaïque, c'est-à-dire les immigrants qui viennent des Antilles anglaises. Alors, parce que je fais partie de l'immigration. Il y a des raisons données pour l'immigration dans le pays hôte. Alors, combler le manque de main-d'œuvre, faire croître l'économie, freiner l'augmentation des salaires, pratique de certains organismes comme le National
Association of American Manufacturers, par exemple. Et ici, alors maintenant, c'est plutôt des travailleurs invités qui remplissent de plus en plus cette fonction. Et remédier le déficit dans le taux de natalité, un problème pour plusieurs pays. C'est Luis Zúñiga, auteur du livre d'Alexandre Luis, un livre qui a fait le tour de la planète, sur le plan climat. C'est un témoignage vraiment vécu, suite à une discrimination que j'ai vécue dans les années 80, et ici à la commission des écoles catholiques de Montréal, à cause de mon accent. Et suite à ça, on a créé une jurisprudence auprès de la commission des droits de la personne. Et heureusement et malheureusement, c'est un cas unique au monde, c'est-à-dire d'avoir prouvé de façon légale la discrimination basée sur l'accent. Et depuis le 26 janvier, j'ai ajouté le mot accentisme dans le dictionnaire québécois de la langue française. Donc, ce sont deux choses qui vraiment ont été ajoutées. Mon livre s'est trouvé dans toutes les bibliothèques de Québec, y compris la Commission des droits de la personne, pour laquelle on vient de discuter. C'est très difficile, je parle en tant que personnel et en tant qu'immigrant en général. J'ai quitté le Chili dans les années 70 suite au coup d'État de Pinochet, un coup d'État sanglant que vous connaissez tous. Chili, c'était vraiment la Suisse de l'Amérique latine, vraiment une société démocratique. Et il fallait quitter pour la survie. Il y avait beaucoup de compagnons, des amis qui ont été morts, disparus, torturés. Donc, j'ai quitté pour le Québec, en fait, avec des valises, des rêves, et plein de questions. Et vraiment aussi une situation pas certaine de mon avenir ici au Québec. Alors, j'arrive ici au Québec, le peuple québécois était très accueillant, et très sensible à notre problème. Nous sommes très bien accueillis et nous sommes aussi à bras ouverts. Tous les Québécois venaient nous voir, nous rencontrer. Et de rencontrer ces histoires-là, parce qu'on voit que dans la société québécoise existe la discrimination systémique. On était les premiers dans les années 80 à critiquer qu'ici au Québec existait la discrimination systémique. On parle d'institutions. Les institutions, comme au Québec, la commission des scolaires des patriotes n'engage pas des immigrants. C'est vraiment des politiques. Et dans toutes les institutions, il y a des hôpitaux aussi qu'il n'y a pas des immigrants, tout ça. Il y a, le monsieur vient de mentionner les statistiques, il ne veut pas les nommer encore. Il y a des statistiques qui est vraiment le salaire d'un immigrant est plus bas que l'autre. Ou simplement, il y a beaucoup de gens qui ne font pas vraiment leur travail, après, c'est-à-dire selon ses capacités. Pour moi, oui. Mais est-ce que les gens me perçoivent comme québécois? Je ne sais pas. Parce qu'il y a un accent, parce qu'il parle différent, parce que, je sais quoi, en fait, je ne suis pas québécois. Ma fille est née ici, c'est la langue de communication, à la maison c'est le français. Elle était au barreau de Québec, et le professeur a dit, Marielle, tu viens de quel pays? Parce qu'elle était français comme moi, du Québec, et je suis né ici. Ma fille a posé la question, et pourquoi vous me posez cette question-là? Elle dit, parce que ton nom de famille, c'est Zúñiga. Alors, on commence à changer, que de plus en plus, on va avoir des gens comme Michael Jean, Amir Kadir, González et tout ça. On commence à accalorer un peu ces sociétés-là. Mais aussitôt qu'il faut que change la société, il faut qu'il change au niveau décisionnel. Et à tous, merci beaucoup de l'invitation. En fait, je trouve ça vraiment intéressant parce que ce soir, j'ai l'impression qu'on va entendre des perspectives différentes parce que moi, je suis un peu comme la fille de monsieur, en fait. Donc, moi, mon père est algérien.
Ma mère est québécoise et effectivement, avec mon accent, on pense que je suis québécoise, mais avec mon nom, on me demande d'où je viens. Puis, en fait, j'ai essayé justement, je pense que je me considère peut-être plus comme quelqu'un de deuxième histoire plus personnelle. En fait, mes parents se sont rencontrés en Allemagne et donc mon père venait d'Algérie, ma mère de Grenby au Québec, donc tout à fait québécoise. Et en fait, mon père, il y a aussi l'amour qui est une raison de l'immigration, donc mon père a suivi ma mère jusqu'ici, a quitté toute sa famille, a coupé tous les ponts avec sa famille d'origine, n'est jamais retourné dans son pays natal. Moi, je pensais qu'il avait vécu les traumatismes de la guerre, mais lui dit que non. Donc, c'est un peu un grand mystère, une grande boîte noire. Moi, donc, je ne parle pas arabe, je n'ai pas reçu cette transmission, et c'est un peu... je pense que les gens de deuxième génération ont des vécus tous différents. Donc, moi, c'est un peu une grande absence pour moi. Un peu le sentiment d'un membre fantôme. Vous savez, quand on a une chirurgie, puis il y a une douleur d'un membre qui n'existe pas. Donc, c'est un peu plus cette réalité-là qui m'habite. Et donc, quand j'ai essayé de réfléchir à la question de l'identité des interstices, mais je suis retournée au petit Robert d'abord. Puis, dans le fond, je vais revenir à la définition. Puis, en fait, le terme identité, c'est intéressant. Il y a 4 sens dans le Robert. Donc, moi, je ne savais pas. Donc, on parle de caractère de 2 objets de pensée identiques. Caractère de ce qui est un. Le caractère de ce qui demeure identique à soi-même. Donc, en psychologie, avoir le sens de son identité, le sens d'être soi. Puis la relation entre 2 termes identiques. Il y a vraiment donc cette idée d'identique dans identité. Puis à l'inverse, interstice, il y a 2 sens en fait dans le Robert. On va parler d'un intervalle de temps, puis on va parler d'un très petit espace vide. Hein? Puis un espace vide, donc c'est la possibilité de créer aussi. Puis en fait, moi, bon, en passant à ça, identité, bon, un aspect plus fixe finalement, quelque chose qui est figé, identique à soi. Puis la question des interstices, il y a l'idée d'une mobilité, d'un mouvement par rapport à un centre. Ça m'a fait penser en fait à Héraclite qui disait qu'on ne se baigne jamais dans le même fleuve. Et en fait, ben, en un sens, on n'est jamais la même personne. Hein? Je peux quand même toujours me dire, je suis Vanessa Younsi, la petite fille de 3 ans sur la photo, je peux l'identifier comme moi, mais en même temps, c'est pas la même personne non plus. Donc, il y a toujours cette idée du paradoxe, en fait, et on peut penser, puis c'est un peu ce que je proposerais à la réflexion, qu'en fait, il n'y a pas d'identité sans interstice. Parce que dans le fond, ce qui fait que je suis encore Vanessa Younsi, c'est évidemment un centre, mais qui a été nourri de plein de liens, de plein de petits espaces de vide et de possibilités de création. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'identité sans la question des liens, sans la question d'autrui, qui nous amène à bouger et à devenir une autre personne, mais être encore soi. Et c'est sûr, bon, moi je suis psychiatre, fait que c'est sûr que je pense qu'on a parlé des aspects plus collectifs, la question identitaire. Moi, c'est sûr que j'ai une perspective aussi psychique de la question. Et je me réfère souvent, je ne sais pas si vous connaissez un auteur que j'aime beaucoup, Winnicott, un psychanalyste, pédiatre, qui en fait a développé plusieurs concepts, dont celui d'espace transitionnel. Intervalle, parce que je pense que normalement, dans un cheminement, il y a toujours un effort à faire. Et cet espace entre 2 identités, c'est comme écrire entre 2 ou 3 rives. En Europe, on appelle ça l'entre-deux rives. Moi, il y a un point avec lequel j'aimerais commencer. C'est celui du choc culturel. Quand on vient au début, il y a un choc culturel parce qu'on s'arrache à ses propres repères et on se trouve au début donc immergé dans un espace différent, et donc on a un cheminement, ou bien ça serait un cheminement qui va aboutir à la réussite, ou bien au succès. J'aimerais poser la question à vous, Vanessa, vous pourrez réagir à ça, messieurs aussi. Est-ce que vous pensez que le choc culturel au début, est-ce qu'il pourrait avoir des effets néfastes sur le cheminement en général? Mais aussi pour les travailleurs humanitaires, par exemple, qui vont dans... Moi, c'est plus mon expérience en coopération internationale. Donc, je pense que oui, effectivement. Puis, c'est aussi tout un déracinement. En fait, moi, c'est sûr que j'ai plus l'expérience de mon père que je connais, mais je serais curieuse d'entendre des gens qui l'ont vécu eux-mêmes. Comment vous avez traversé ça? C'est vraiment quelque chose, bon, c'est sûr que les chocs culturels entre Chili et le Québec, et nous, en fait, nous on est catholiques, et ici sont catholiques, on est latins, ici sont latins, donc les chocs c'est moins,
Mais je l'ai senti ça au sein de ma famille, la famille québécoise. Du moment que je suis arrivé chez mes beaux-parents, c'est la première fois, à Montchelville, il est arrivé une latine il y a 30 ans, une latine chez les Noirs avec un accent, et tout le monde me regardait, ma belle-mère demandait, qu'est-ce qu'il lui mange, est-ce qu'il prend la douche, est-ce que... Bon, ma femme disait, oui, ce n'est pas martien, c'est un être humain comme tout le monde, il mange, il prend de la bière, du vin, c'est pareil que nous. Donc, les chocs culturels, c'est-à-dire, oui, et pour moi, c'était vraiment au niveau, c'était à tout niveau, c'est-à-dire que au niveau, premièrement, de la température, c'est la température, on ne savait même pas, elle est tombée plusieurs fois sur la neige. Je dis que je n'étais pas si choqué que ça. C'est peut-être parce que j'ai eu une éducation coloniale. Et même, je m'appelle dans ma dernière année, l'élémentaire, alors on avait étudié le Canada, par exemple. C'était plutôt un stimulus pour, vers la création. Être dépaysé, c'était pour moi une occasion de vraiment de me connaître mieux. Je pouvais voir ma société de loin. Alors, et j'ai commencé à comprendre certaines choses que peut-être je n'avais pas vraiment eu la possibilité de comprendre. Alors, je donne un exemple très concret. Quand j'étais dans mes dernières années à Saint-Vincent, j'avais commencé à questionner la religion. Il n'y avait personne avec qui je pouvais parler de ça. Parce qu'en fin de compte, alors, dire qu'on a des questions sur l'existence de Dieu à Saint-Vincent, c'était mal vu. Pour toutes les librairies étaient des propriétés des religieux, des bibliothèques. Donc pour moi, alors venir ici, c'était pas du tout alors, un choc, mais plutôt un enrichissement. Alors, le choc est venu quand j'ai réalisé alors, le degré de discrimination raciale qui existait. C'est là le choc. Mais statistiques que vous avez portées en parlant des difficultés d'intégration. J'imagine que la peur peut être parmi les premières causes de la relation à l'autre, comment les gens perçoivent l'altérité. Mais j'aimerais savoir aussi, dans ces difficultés d'intégration, c'est quoi les vraies raisons qui font que cette peur persiste et c'est quoi les raisons qui font que certains groupes culturels continuent dans ces difficultés d'intégration et continuent de... historiques pour ça. Le Canada est très proche des États-Unis. Le Canada a eu sa propre histoire avec l'esclavage. C'est même la discrimination raciale est même institutionnalisée dans le sens que, bon, alors on parle ici de salaire de nègre, travail de nègre, plan nègre. Que les difficultés subsistent pour vous dans votre cheminement, il y avait une résilience. Donc, est-ce que vous pensez que ça vous a permis de cheminer positivement? Bonne question. Et je pourrais dire qu'avec l'ascétisme, bon, au début, j'ai vu que suite à mon litige auprès de la commission de droits de la personne et tout ça, qui est dans les médias de communication, et on a ralenti un peu pour une période de temps, dans les années 80, la discrimination et le racisme au Québec. Mais par la suite, ça va commencer. Mais je vois, pour moi, la question de l'ascétisme, c'est une richesse culturelle pour les sociétés, parce que c'est un apport important de nouveaux accents. C'est-à-dire, moi, au niveau de l'emploi, je vois qu'il y a une résistance au niveau des employeurs. Exemple, moi, je suis analyste d'affaires,
Et qui aboutissent, dépendamment comment on les projette personnellement. Mais le fait de faire partie d'une diaspora, qu'on soit québécois, marocain, québécois, algérien, québécois, français, etc., issus de la double appartenance, le fait de faire partie d'une diaspora, est-ce que justement ça pourrait être une motivation pour une bonne créativité littéraire, Vanessa, aussi? Oui, mais moi, vu que c'est un récit un peu particulier, j'ai pas eu accès beaucoup à ça. Puis plus j'écoute aussi les récits de mes collègues, puis c'est un peu une réflexion que je me faisais aussi avant, je me demande aussi s'il n'y a pas aussi pour les gens qui émigrent, comme mon père par exemple, de vouloir... Parce que moi, j'en ai toujours voulu, en fait, comme avoir transmis toute la culture arabe, puis la langue, mais je me demande s'il n'y avait pas une façon aussi de m'éviter des discriminations, puis de dire, ben tu vas être totalement intégré, tu sais. Mais en même temps, avec la part d'absence que ça implique, mais j'ai l'impression, donc moi, j'ai pas du tout eu accès à cette diaspora, puis j'ai même l'impression que c'était comme, va pas par là, tu sais, sinon tu vas avoir des problèmes, tu sais. Fait que c'est des réalités différentes, c'est ça.